Ok, Bolloré, normalement tu connais un peu le personnage, hein. C'est un milliardaire, il possède CNews, c'est le patron d'Hanouna et il adore Éric Zemmour. Sauf qu'en vrai, Bolloré, c'est comme un iceberg. Il y a la partie visible de l'iceberg qu'on connaît tous, et puis il y a ce qui se cache dans les profondeurs. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des histoires secrètes de Bolloré qui est en train de faire de lui l'un des hommes les plus puissants du pays. Bonjour à tous et bienvenue sur Canard Réfractaire. Bon, si on devait résumer rapidement Bolloré, on dirait que c'est le patron de CNews, et de C8 d'ailleurs, et qu'il embauche Hanouna et Pascal Praud pour répéter son discours politique et servir la soupe aux Le Pen et à Zemmour. Et la preuve qu'il fait de la propagande politique, c'est qu'avec ses émissions, il perd 50 millions d'euros par an. Et donc s'il accepte de perdre autant de pognon pour servir les intérêts des Le Pen et de Zemmour, c'est bien que tout ça pour lui, c'est un investissement au long terme, tu vois, comme Bernard Arnault qui a investi dans Emmanuel Macron quand il a fait toutes ses couvertures de presse pour faire élire son candidat. Les riches s'accaparent les médias pour continuer à contrôler l'État qui leur permet d'appliquer la bonne politique économique qui les enrichit encore et encore. Ça, vous le savez, c'est la face visible de l'iceberg. Maintenant, on va pouvoir descendre quelques mètres sous l'eau dans ce qu'on appelle les eaux claires. Et pour ça, pas le choix, il faut faire un petit bond dans le temps. Nous sommes en 2018 et Vivendi, le grand groupe capitaliste de Bolloré, qui possède toutes ses entreprises et tous ses médias, ce groupe-là décide de racheter un grand groupe d'édition. Et pas n'importe lequel, puisque c'est le deuxième plus grand groupe d'édition en France, qui porte un nom qui est très compliqué à dire quand on est dyslexique, il s'appelle Editis. Editis. Eh, ça marche mieux là, Editis. Alors de quoi on parle quand on parle d'un groupe d'édition ? En fait, c'est une structure qui regroupe plusieurs maisons d'édition de livres différents, mais sous la même enseigne, organisée par une même entreprise. Mais dans le cas d'Editis, il possède aussi un puissant groupe de diffusion et de distribution qui s'appelle Interforum. Ok, là on rentre vraiment dans la mécanique de comment fonctionne la production et l'économie du livre. Donc on va prendre un petit peu le temps de vous expliquer ce que c'est un réseau de diffusion et un réseau de distribution dans le monde du bouquin et pourquoi, surtout, ça donne tant de pouvoir à ceux qui possèdent ces réseaux. On va simplifier. Au début, tu as un auteur qui écrit un bouquin. La maison d'édition, ça va être l'entreprise qui est en lien avec l'auteur, qui conçoit les livres avec lui, qui rassemble les équipes, qui s'occupe de la mise en page, des corrections, de l'envoyer à l'imprimeur, d'organiser le marketing. Pour te donner un comparatif, c'est un peu le producteur du livre, hein, comme on en retrouve dans l'industrie du cinéma ou de la musique. Une fois le livre terminé, mis en page et marketé, c'est ce qu'on appelle les diffuseurs. C'est eux qui vont faire le lien entre les maisons d'édition et les milliers de libraires en France. Le diffuseur, lui, il va informer des prochaines sorties de livres et il voit avec chaque diffuseur ce qu'ils veulent commander. En fait, il centralise l'information, s'occupe de la publicité auprès des revendeurs et planifie la diffusion du livre. Et ensuite, la commande est envoyée à ce qu'on appelle un distributeur qui va s'occuper avec des gros camions de prendre tous les bouquins commandés auprès des maisons d'édition pour les livrer directement aux libraires. Et évidemment, plus ce réseau est grand et plus ça permet de faire des livraisons rapides et efficaces dans les quatre coins de la France. On a donc l'auteur qui écrit, la maison d'édition qui produit, le diffuseur qui fait le lien avec les libraires et le distributeur qui livre. Voilà, en simplifié, comment est-ce que l'économie du livre fonctionne en France. Et donc vous l'aurez compris, Editis, eux, ils ont réussi à rassembler dans une même entreprise énormément de maisons d'édition qui vont pouvoir directement discuter avec les libraires grâce à leur propre réseau de diffusion et ensuite les livrer avec leur propre réseau de distribution. Ce qui fait que tous ceux qui travaillent avec Editis, ils ont un réseau qui est beaucoup plus performant et beaucoup plus vaste que dans des petites maisons d'édition. Et quand on s'intéresse à Editis version Vincent Bolloré, donc à partir de 2018, lorsqu'il a racheté le groupe, on se rend compte qu'il y a quelques correspondances avec ce qu'on voit sur C8 et sur CNews aujourd'hui. Et on va s'intéresser plus particulièrement aux éditions Plomb, avec une des personnages les plus importantes de notre histoire, j'ai nommé Lise Boel. Ok, Lise Boel, c'est cette dame-là, et dans les années 2000, elle rejoint un puissant groupe d'édition qui s'appelle Albin Michel. Et là-bas, vous l'aurez compris, Lise Boel, elle va être en charge de publier un personnage qui fait régulièrement polémique pour ses propos qui sont ouvertement outranciers, j'ai nommé Dora l'exploratrice. C'est gagné, c'est gagné! Oh, c'est mignon quand même, hein. Petit détail aussi important dans l'histoire, c'est aussi l'éditrice d'Éric Zemmour et de Philippe de Villiers. Voilà.
C'est peut-être plus important que Dora l'exploratrice. Et si elle a édité ces deux hommes-là, c'est purement intentionnel. L'éditrice des réacs, comme elle est souvent surnommée, quitte le groupe Albin Michel en 2021 après le refus de ces derniers de publier le prochain livre d'Éric Zemmour, La France n'a pas dit son dernier mot. Elle rejoint alors dans la foulée le groupe Editis, détenu depuis 2018 par Vincent Bolloré, et devient la directrice des éditions Plomb qui appartient au groupe. Et à partir de là, c'est vraiment le festival, là, avec Philippe de Villiers, Christine Kelly, tu sais, la meuf de CNews, là, Marc Menant et globalement toute la clique des chroniqueurs réguliers de la chaîne appartenant à Vincent Bolloré. Tout cela sont édités au sein de la même maison d'édition. D'ailleurs, la gestion de Plomb, elle est parfaitement saine. Hein. Quand elle est arrivée, tu as 14 des 18 employés de l'entreprise qui quittent l'entreprise, voilà. Et un audit qui va qualifier ce début 2022 de management dysfonctionnel et nocif. En fait, à son arrivée, ils ont dégagé tous ceux qui voulaient pas travailler avec eux pour réellement faire des éditions Plomb, la maison d'édition politique de propagande de Vincent Bolloré. Dites-vous que durant l'année de son arrivée, il y avait un livre d'enquête sur Éric Zemmour qui devait sortir chez Plomb. Et celui-ci a été annulé car à ce moment-là, Zemmour était le poulain de Bolloré qui le propulsait partout dans les médias. Ça vous paraît être grave? Ça vous paraît être un manque de liberté? Eh bien, soyez rassurés, c'est que le début. En 2019, le groupe Lagardère, détenu par Arnaud Lagardère, affiche une situation de quasi-faillite avec une dette de 214 millions d'euros. Ce groupe possède notamment les médias Europe 1 et le JDD. Mais le groupe Lagardère possède aussi le plus grand groupe d'édition français, le troisième au niveau mondial, avec un immense réseau de diffusion et de distribution, j'ai nommé Hachette. Alors évidemment, Bolloré, il a sauté l'occasion, il s'est dit, tiens, je vais pouvoir racheter le JDD Europe 1 et compléter un peu ma gamme des médias. Mais surtout, le gars avait déjà Editis, qui est, je vous rappelle, le second plus grand groupe d'édition en France. Du coup, s'il rachète le premier, il va pouvoir fusionner les deux et arriver dans une situation de quasi-monopole où le gars contrôlerait quasiment tous les bouquins de France, en fait. Donc c'est pour ça qu'à partir de 2021, il décide de racheter le groupe Lagardère. Et l'histoire, elle aurait pu s'arrêter là avec un monopole dans les mains de Vincent Bolloré, comme ça. Sauf qu'il y a eu un rebondissement assez inattendu dans cette histoire. Ouais, il y a eu l'Union européenne. À l'échelle européenne, il y a ce qu'on appelle des lois antitrust qui contrôlent l'accaparement de toute une filiale par une même entreprise. Bolloré est convoqué, il passe alors devant des commissions européennes où il défend le fait de vouloir former un géant de l'édition français, notamment pour lutter contre Amazon. Sauf que l'Union européenne lui impose de vendre Editis s'il veut racheter Hachette. L'Union européenne va aussi imposer à Bolloré une chose, c'est ce qu'on appelle un gel des transactions. C'est-à-dire que pendant toute la période de rachat, il n'a pas le droit d'ingérer dans le groupe Hachette. Tu vois, il n'a pas le droit de le diriger, il n'a pas le droit de virer des gens. Il ne peut théoriquement modifier aucune ligne éditoriale, ni virer ou embaucher personne. Donc tant que le dernier papier n'est pas signé, normalement, Bolloré, il reste bien sagement à regarder tout ça, et sachant que ce genre de rachat, ça dure évidemment des années. Vincent Bolloré, il va accepter cet accord avec l'Union européenne. Voilà, de toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Il vend donc Editis à Kretinsky, le patron de Marianne et de Franc-Tireur, et donc il achète Hachette en 2023. Bolloré a vendu un groupe d'édition qui pèse 7 milliards par an pour en acheter un qui pèse 18 milliards par an, le leader en France et le troisième au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il a plus que doublé sa puissance dans le monde du livre. Alors ça, c'est toute la situation jusqu'au rachat donc de Hachette par Bolloré. Et à partir de ce moment-là, Lisa Boel, elle continue de jouer un rôle important. L'ancienne bras droit de chez Bolloré, éditrice chez Editis, se retrouve donc avec la revente sous les ordres de Kretinsky. Mais Bolloré, il avait prévu le coup puisque le contrat de Boel en tant que directrice des éditions Plomb s'arrête comme par hasard en 2024. Ce qui fait qu'au moment où tu as Bolloré qui rachète Hachette, elle devient une agente libre. Il tente alors de faire pression dans la direction d'Hachette pour recruter Boel pour qu'elle prenne la tête de l'une des plus grandes maisons d'édition du groupe, j'ai nommé Fayard. Alors que théoriquement, on le rappelle, Bolloré n'est pas censé avoir le droit d'ingérer pour le moment dans les affaires d'Hachette. Mais tu vois, c'est comme avec l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, il fout des amendes à Bolloré, lui il s'en fout, il continue de faire sa propagande. Sauf que le problème, c'est qu'il y a déjà quelqu'un à la tête de Fayard, et son nom c'est Isabelle Saporta, qui est très connue dans le monde de l'édition.
Et elle est pas très d'accord avec Vincent Bolloré. Elle est plus, tu vois, genre écolo-bourgeoise, hein, pour te dire. C'est même la meuf de Yannick Jadot. Bref, elle refuse de laisser sa place. Commence alors une longue bataille politique et juridique qui finit par la victoire de Saporta. Boel, elle ne peut donc pas diriger la grande maison d'édition Fayard, et du coup, Bolloré, il lui a quand même préparé un petit lot de consolation. Boel va se retrouver à diriger une toute nouvelle maison d'édition de Hachette nommée Mazarine. Une maison d'édition évidemment spécialisée dans la publication des bouquins proches de Zemmour, tu vois l'idée. Et à ce moment-là, Bolloré, il a la petite idée de se dire on va fusionner cette nouvelle maison d'édition zemmourienne avec la maison d'édition Fayard, avec des publications qui portera donc le nom Mazarine Fayard. Évidemment, c'est une manœuvre pour forcer Saporta à suivre la ligne politique de Bolloré, et donc elle décide de démissionner de son poste de directrice de chez Fayard, laissant Bolloré et Boel le contrôle d'immenses maisons d'édition et du plus grand diffuseur et distributeur de France pour propager leur propagande. Maintenant, CNews, c'est à la télé, mais c'est aussi dans toutes les librairies de France. Et le cas Saporta n'est pas isolé. Il y a aussi, par exemple, Arnaud Nourri, l'historique patron d'Hachette, qui a lui aussi été dégagé. Son tort, s'être publiquement opposé en 2021 à l'annonce du rachat de Vivendi. Bolloré avait alors fait pression sur Lagardère pour dégager Arnaud Nourri. En fait, à chaque fois que Bolloré rachète un média ou une maison d'édition, il se débarrasse des têtes pour placer ses sbires qui accepteront de faire le sale boulot de propagande. Il l'a fait avec Hachette, comme on l'a vu, mais avant ça, il l'a fait avec iTélé, devenu CNews, et il l'a fait aussi avec le JDD. Donc retenez bien que Bolloré, il n'a pas juste racheté des médias et le plus grand groupe d'édition français. Non, il a pris le contrôle de ces médias et il a pris le contrôle du plus grand groupe d'édition en France. En fait, Bolloré est en train de construire probablement le plus grand empire de propagande de France aujourd'hui. Mais comme vous allez voir, ce n'est pas encore terminé, ça va plus loin que ça. Rappelez-vous, on a fait la partie visible de l'iceberg, on a plongé un petit peu dans les eaux claires, et maintenant on va direction les eaux profondes. Ok, Bolloré n'a pas que construit un empire de propagande, il a construit en réalité tout un écosystème. Quand Zemmour écrira son prochain bouquin, il sera édité et distribué par le plus grand groupe d'édition en France, donc Hachette. Il se retrouvera dans quasi toutes les librairies. Et tu auras en boucle sur le JDD, sur CNews, sur C8 et sur Europe 1 des interviews, des émissions pour faire la promotion en permanence de ce bouquin-là. Au point où des gens qui mataient juste Hanouna le soir se retrouveront à acheter le bouquin de Zemmour, à le lire et à se renforcer encore dans la propagande du milliardaire. Et si c'est pas Zemmour, alors ce sera une autre tête d'affiche, tu vois, en apparence moins clivante, mais qui partage tout de même les mêmes idées. Puis après avoir aimé ce livre publié chez Mazarine Fayard, ils commenceront à lire d'autres livres publiés dans la même maison d'édition et auront ainsi 50 nuances de Zemmour, édité par l'entreprise de Bolloré et promu par les médias de Bolloré. Tu vois un peu le cercle vicieux qui est en train de se faire? Et ben ça va encore plus loin que ce que tu crois. Parce que Bolloré, il possède aussi Canal+. Il suffira donc de demander au producteur de lancer une série sur un bouquin distribué par Bolloré pour augmenter sa vente, le tout diffusé et promu par les médias de Bolloré. Il faut savoir aussi que Bolloré, il a racheté Lagardère Live Entertainment, qui est une des plus grandes entreprises de gestion de spectacles en France, et avec toutes les salles qui vont avec, tu vois. Le gars possède même plus d'un quart des actions d'Universal Music, qui est le plus grand label de musique au monde. Et aujourd'hui, Bolloré possède même les relais, tu sais, ces sympathiques petites boutiques qui sont dans nos petites gares françaises. Et ben, ça appartient à Bolloré, et donc il va pouvoir mettre en avant son JDD, son Zemmour, et tout ce qui lui appartient. Ouais, à partir de cette vidéo, tu regarderas le relais de manière un petit peu différente. Donc, il contrôle une partie des médias, une grosse partie de l'édition française, mais aussi de la musique, du cinéma et du spectacle. Un écosystème qui se nourrit les uns les autres pour générer aussi du profit. D'où le fait que Bolloré se foute que CNews lui fasse perdre de l'argent parce qu'en fait, c'est sa vitrine, c'est son agence de publicité, c'est sa garantie de vendre des livres, des spectacles et des films. Tous ces secteurs qui se nourrissent les uns les autres dans un cercle fermé, bien huilé pour faire monter le RN et Zemmour au profit des petits intérêts de Bolloré qui rêve de mettre la main sur la machine d'État pour enrichir son autre empire industriel cette fois. Tu sais, son empire industriel qui est en déclin en Afrique et qui aurait bien besoin d'une collaboration de l'État pour régénérer des profits. Moi, je suis allé pour la première fois en Afrique il y a une quarantaine d'années.
Et je suis tout de suite tombé afro-optimiste par rapport à ce continent. Étant afro-optimiste, nous avons construit là-bas beaucoup de choses. J'explique comment c'est arrivé. Nous avons construit des maillages qui ont permis aux nourritures d'arriver, aux biens d'arriver, etc. Ouais, dit comme ça commence un petit peu à faire flipper. Et dis-toi qu'il y a pire. Il est temps maintenant de descendre jusqu'aux abysses. Hachette, ils ne font pas que des livres. Ils possèdent aussi Larousse qui fait des dictionnaires et ils font aussi des manuels. Tu sais, les manuels pour les écoles. Hachette Éducation et Hatier sont deux des 6 plus gros éditeurs de manuels scolaires en France. Ils appartiennent au groupe Hachette. Alors on peut se dire que les programmes scolaires ils dépendent de l'éducation nationale, hein. C'est pas Bolloré qui écrit ce qu'il veut, mais en même temps il y a quand même des interprétations, des mises en page qui peuvent être faites pour mettre en avant des idées comme celle du roman national, tu vois, chose à laquelle adhère Bolloré comme l'intégralité des gens qui sont sur ces plateaux télé. Tu sais, avec cette histoire de l'histoire est faite par les grands hommes, il faut retenir les grandes dates et c'est ça en fait qui fait avancer la société, etc., etc. D'ailleurs là je vous dis que Bolloré est d'accord avec ça, que les Zemmouriens sont d'accord avec ça, que Hanouna est d'accord avec ça, mais vous savez qui d'autre est d'accord avec ça ? Emmanuel Macron. Je veux que nous refondions le programme. L'histoire doit être enseignée chronologiquement. On a une génération, même plusieurs, qui ont malheureusement un peu perdu leur repère à cause du pédagogisme. Et ça, il l'a déclaré le 24 août 2023. Des points d'accord évidents entre notre cher président bien-aimé et notre milliardaire Bolloré. D'autant que ce sera dans la continuité de ce qui a été amorcé avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. La création du SNU comme du service civique où l'on apprend à dresser nos gosses, ou encore la volonté de l'uniforme à l'école, mesure qui coûte plusieurs milliards, des milliards qui pourraient être investis plutôt dans des professeurs ou pour réparer les écoles ou pour le chauffage en hiver, mais non, l'uniforme c'est plus important. Et à votre avis, avec tonton Bolloré comme éditeur et des profs qui votent de plus en plus Macron et RN, ça va donner quoi l'éducation politique et civique des jeunes dans les années à venir ? En fait, Bolloré, lui, il voit au long terme. Ce qu'il veut, c'est pas juste rassembler les droits d'un point de vue électoral, tu vois. Il veut aussi produire l'électorat de droite pour les années à venir. Au passage, cette prise de pouvoir de Bolloré dans le monde de l'édition pose beaucoup de problèmes dans le monde du livre. En fait, la concentration du capital dans le monde du livre, ça crée d'immenses entreprises qui sont pas vraiment concurrencées par des plus petites, tu vois. Donc en fait, ça pousse ces grandes entreprises simplement à éditer et rééditer les mêmes bouquins, ou alors à filer d'immenses contrats à des écrivains célèbres pour leur assurer des revenus. Je veux dire, pourquoi prendre le risque d'éditer des livres inconnus qui peuvent ne pas se vendre du tout, quoi, de perdre de l'argent dans des investissements qui sont pas sûrs. Dans le monde du livre, on appelle ça la best-sérialisation du livre. Le fait de vouloir sortir uniquement que des best-sellers, et en vrai, on parle pas dans le vide, hein, parce que c'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Alors il y a toujours des maisons d'édition qui sont indépendantes et qui peuvent éditer eux-mêmes leurs livres. Et même des livres de niche avec des mangas dont personne ne connaît, tu vois, eux ils peuvent le faire. C'est vrai, mais il faut vendre ces bouquins-là. Et pour vendre ces bouquins-là, il faut les envoyer en librairie partout en France. Et certains arrivent de façon indépendante à distribuer leurs livres. Mais en réalité, c'est compliqué. Déjà, les bouquins, ils arrivent quasiment sans marketing, il n'y a pas de communication dessus, ils arrivent en retard en général. Et quand on passe commande à la librairie, il faut attendre parfois 2 semaines pour que le livre arrive. Parfois, c'est même 1 mois et demi, hein, contre 2 jours quand ça passe par Hachette. Après, les maisons d'édition indépendantes, elles peuvent aussi signer un contrat avec Hachette pour que ce gros groupe-là distribue dans toutes les librairies les livres qu'ils produisent. C'est le seul moyen possible qu'ils ont s'ils ne veulent pas avoir la concurrence de Hachette c'est en 2 jours et eux c'est en 1 mois et demi, tu vois. Et grâce à cette concurrence qu'impose Hachette, ils arrivent à pousser les maisons d'édition indépendantes à passer par eux, ce qui permet à Bolloré de contrôler le monde du livre au-delà de ses propres propriétés. Alors après, les libraires, ils sont indépendants, ils peuvent commander ou non les bouquins de Zemmour. Et c'est vrai, avec la politique du livre unique, tu sais, t'as beaucoup de petites librairies qui font autant de marge que les grosses, et du coup, ils peuvent prospérer. C'est pour ça que tu as partout en France des libraires indépendantes qui peuvent choisir ce qu'ils mettent sur leur vitrine, tu vois. Avoir autant de libraires, c'est d'ailleurs un des rares bons héritages de l'époque du Mitterrand. Mais ces libraires, ils sont indépendants sur le papier, parce qu'en vrai, ils sont totalement dépendants des diffuseurs. Donc là, concrètement, ils peuvent pas du tout se passer d'Hachette. Hein. Rappelle-toi, c'est plus de la moitié des bouquins qu'ils ont en rayon qui viennent là-bas. Et surtout, les libraires, s'ils vendent pas les bouquins de Zemmour, ça va être une perte massive de pognon. Ça compte ça aussi dans le calcul. Et en vrai, globalement, ce qu'on voit, c'est que les libraires, ils ont mis Zemmour sur les étagères, parce que Zemmour, il fait énormément de ventes dans les librairies. Donc en fait, ils le vendent. Alors peut-être que certains vont mettre Zemmour au fond de la librairie, mais sans mouvement de contestation organisé, ça n'ira pas plus loin. Pour conclure, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Bolloré est un militant
extrêmement riche et extrêmement puissant. Il possède aujourd'hui un immense empire de propagande et il s'en sert. Et dans un sens, le résultat du RN aux législatives, c'est avant tout sa réussite à lui, à Bolloré. C'est lui qui a diffusé les thèmes, les idées et le discours du Rassemblement national et de Zemmour en permanence dans ses télés, dans ses radios, dans ses journaux et dans ses livres. Il arrive à transformer la société, à changer nos idées, à nous rendre captifs de cette manipulation de masse organisée de façon industrielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir, ce n'est pas que le président de la République ou l'Assemblée nationale. Bolloré, parce qu'il possède des médias, parce qu'il possède des maisons d'édition, des labels, il arrive à influencer une grande partie de notre société. Bolloré est un homme de pouvoir. Il a un pouvoir économique et il a un pouvoir médiatique. C'est un militant qui a organisé le travail de milliers de personnes pour nous convaincre, pour nous enfoncer des idées au marteau dans notre crâne et qu'on finisse par voter pour ses poulains. Et regardez ce que Macron, le poulain de Bernard Arnault, a réussi à accomplir. Il a fait de son financeur l'homme le plus riche du monde. Bolloré, lui, s'il s'accapare le pouvoir d'État, va orienter les administrations françaises pour développer ces autres entreprises qui sont liées à l'industrie légère, automobile ou encore à son impérialisme en Afrique. C'est de cette façon que la bourgeoisie arrive à accumuler du pouvoir en accumulant des propriétés et de l'influence. Et bien sûr, ça aussi il faut le répéter, on n'a pas besoin de Bolloré pour gérer nos maisons d'édition ou nos médias. Si on prend les bouquins, on peut très bien imaginer un système démocratique où les libraires organisent eux-mêmes la diffusion des bouquins en fonction de leur choix, en discutant entre eux dans de grandes rencontres ou assemblées pour favoriser tel format, telle collection ou tel auteur inconnu. Les maisons d'édition, on peut les faire fleurir de façon associative ou même privée, soutenues par l'État, tout en contrôlant leur taille pour éviter la concurrence déloyale et qu'on se retrouve avec d'immenses entreprises d'édition alors qu'on préfère avoir des petits trucs qui réfléchissent à ce qu'ils font, tu vois, qui réfléchissent pas qu'en termes de pognon. Et tout ce qui concerne l'impression, la diffusion et la distribution, là par contre, il n'y a absolument pas besoin de concurrence. On peut avoir une seule entreprise gérée démocratiquement par les libraires par exemple, qui s'occupent de prendre des informations de toutes les maisons d'édition, de faire leur choix, de passer commande et de se faire eux-mêmes livrer les bouquins qu'ils ont commandés. Ce qui permettrait à toutes les maisons d'édition d'avoir accès au même matériel de pointe et d'être parfois massivement imprimés et distribués aux libraires, même s'ils n'ont pas des millions et des millions d'euros, même s'ils ne sont pas soutenus par Bolloré. Après, je dis genre géré par les libraires, mais il faudra faire un petit atelier constituant là-dessus, mais c'est possible d'avoir une assemblée qui représente aussi les auteurs et les imprimeurs et les livreurs, tu vois, et pas forcément les patrons d'entreprise. Ça peut être des gens élus de ces entreprises-là, ça peut être des gens tirés au sort de ces entreprises. Et on peut aussi imaginer inclure dans ces assemblées-là des lecteurs tirés au sort ou former des commissions citoyennes de contrôle qui s'assurent que l'assemblée ne dégénère pas en corporation un peu bizarre. Un système d'autant plus facile à mettre en place que les capitalistes ont déjà centralisé quasi toute la production en quelques grandes entreprises. Il suffit donc de dégager 3-4 assemblées d'actionnaires avec les Bolloré et compagnie, de faire quelques fusions, et là on obtient une immense entreprise qu'on va pouvoir gérer démocratiquement pour que tout le monde puisse en avoir accès. Comme ça, c'est pas des milliardaires qui décident quoi que ce soit pour nos bouquins. On empêche que la propriété puisse arbitrairement transformer nos sociétés. On s'attaque aux institutions qu'ont construit la bourgeoisie pour maintenir leur domination et on la remplace par nos institutions qu'on a créées nous-mêmes et qu'on contrôle nous-mêmes. Bref, on démocratise le pouvoir économique, dit autrement et à l'ancienne, on socialise totalement la production. C'est là-dessus qu'on termine cette grande vidéo sur Bolloré. J'espère que cette petite enquête vous a plu. Petit point important, cette vidéo-là, c'est la première qui a été menée par Kuro, d'habitude qui ne fait que monter nos vidéos, qui l'a montée là pour le coup, mais qui a aussi mené les recherches et fait les principaux raisonnements et relectures du script. Donc voilà, si vous voulez féliciter Kuro, mettez ça en commentaire, c'est la première vidéo qu'elle réalise pour le canard. Et franchement, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas mal. Et pour soutenir notre média indépendant pour qu'on puisse continuer notre travail, tu peux faire un don régulier via Tipeee. C'est grâce à ce financement-là qu'on arrive à travailler jour après jour et de proposer ce genre de contenu gratuitement. Merci donc à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, par chèque, par virement, par PayPal. C'est grâce à vous qu'on tient et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Des bisous et à la prochaine. Sans Bolloré, sans Bolloré.